Bienvenue à Link Internationally, un podcast multilingue qui nous donne l'occasion de développer une vision internationale de l'œuvre de Dieu et de créer du lien pour le royaume de Dieu. Ils étaient plus de 6,9 millions en 2022, un chiffre en constante croissance. Eux, ce sont les étudiants en mobilité internationale. Je m'appelle Hans et je vous propose dans ce podcast multilingue de découvrir des récits aussi variés que passionnants qui nous donnent des visages personnels derrière les chiffres des étudiants internationaux. Ces récits nous permettent d'élargir notre perspective de ce que Dieu fait dans le monde à travers ses mobilités étudiantes. Bonjour, bienvenue sur ce podcast. Je suis heureuse d'interviewer So-young aujourd'hui. So-young est née en Corée du Sud et c'est là qu'elle a passé sa première enfance avant de partir loin de son pays natal vers l'Afrique de l'Est, l'Ouganda d'abord, puis le Kenya ensuite, pour le travail de ses parents. Alors plus tard, pour ses études universitaires, elle est partie faire une licence aux États-Unis, puis un master à l'École des Beaux-Arts de Nantes. C'est son parcours que nous allons écouter aujourd'hui. Bonjour So-young et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Hamza. C'est un plaisir pour moi de faire cet échange avec toi aujourd'hui. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous faire part de ta petite enfance en Corée du Sud, nous raconter ton contexte familial là-bas, quels sont tes premiers souvenirs de cette période de ta vie, est-ce que tu avais commencé là-bas à l'équivalence de l'école maternelle? À quoi ressemblaient tes semaines? Oui, du coup, alors ma famille avait tout plaqué pour partir en Ouganda quand j'avais 5 ans. Du coup, de la Corée, j'en garde encore quelques souvenirs plutôt lacunaires, assez flous en fait. Moi, je suis née à Daegu. C'est une ville vers le sud de la Corée du Sud. Et c'est où je suis allée à l'école maternelle avec mon frère. Et je me souviens de sortir de la maison, mais à l'arrache tous les matins. À peine avoir fini de me brosser les dents, encore endormie et toujours un peu grincheuse. Et après l'école, j'ai passé beaucoup de temps chez mamie. À cet âge-là, j'avais pas vraiment la notion du temps. Du coup, je pourrais pas vraiment te dire à quoi ressemblaient mes semaines, mais je me souviens de certaines choses que j'aimais beaucoup faire. Du coup, j'aimais feuilleter les livres pour enfants, on en avait beaucoup en plus avec toutes sortes d'illustrations, mais vraiment de très très belles. Et ensuite, je me perdais dans le dessin. Là, moi, j'avais aucun scrupule à gribouiller sur les pages blanches qui se trouvaient à l'intérieur des couvertures. Euh, J'étais sans doute inspirée par les illustrations, je pense. Ah, c'est super. Alors, assez rapidement, tu as quitté ton pays, donc la Corée du Sud, pour une culture tout à fait différente. Alors, est-ce que tu as des souvenirs de ton arrivée en Afrique de l'Est? Peut-être que tu as en tête un fait marquant. Hmm. C'était bien entendu déstabilisant de débarquer comme ça, davantage pour mes parents que pour moi et mon frère, parce que les enfants s'adaptent bien, je pense. Et au début, nous, on s'est installés provisoirement dans une maison des missionnaires, partis en année sabbatique. C'était dans un petit village près du lac Victoria, à 1 heure de la capitale. Et voilà, d'un coup, on s'est trouvé très près de la nature. Et par rapport à Daegu, ma ville natale, en Corée, enfin, rien à voir, c'était vraiment le jour, la nuit. Et ce qui m'a le plus marqué là, c'était probablement la végétation typique de l'Ouganda et la vie à la campagne. Tu peux imaginer le paysage vert avec des eucalyptus, des manguiers, des palmiers, des fours à briques, des poules qui se baladaient en toute liberté et des enfants qui portaient des bidons sur la tête et qui allaient au puits tous les matins, tous les soirs. Et ben tout ça pour une petite gamine, c'était une entrée assez impressionnante dans un autre univers. Waouh, super. Donc, plein d'enthousiasme et de surprise. Mm. Comment tu t'es adapté à une nouvelle culture, une nouvelle langue peut-être? En fait, quelle langue vous utilisiez pour communiquer avec les gens du pays? Tu peux me dire qu'est-ce qui faisait tes Mhm. joies et tes défis dans ce contexte différent de ta culture de naissance? Alors, ouais, une nouvelle langue, c'est sûr, hein. Et ça allait pour l'apprentissage de la langue, hein. À cet âge-là, tout le monde apprend à s'exprimer un peu à l'école et tout. Du coup,
Ça s'est fait assez naturellement finalement. Mais par contre, j'étais complètement perdue au début. Mais bon. Du coup, c'était l'anglais à l'école et le coréen chez nous. Et un peu, mais vraiment très très peu, de l'Ouganda. Mais vraiment de base, genre pour dire coucou, ça va, ça coûte combien au marché et tout. Mais là, en Ouganda, tout le monde avait des notions d'anglais. Du coup, on n'était jamais trop perdu. Mais par rapport à la langue, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive dans un nouveau pays, c'est qu'on développe en fait assez vite un rapport particulier à la langue. Et ben pour moi, elle était vraiment liée aux endroits où j'étais. Du coup, elle me disait un peu comment je devais me comporter selon l'endroit où je me trouvais, comme une sorte de code. Voilà. Et je crois, enfin, les joies, je crois que c'était quand même méga cool de pouvoir me mêler naturellement à des enfants de différentes cultures, dans mon école internationale, et faire des activités ensemble et tout. Mais alors, il y a aussi le revers de la médaille. Du coup, grandir à un très jeune âge entre différentes communautés culturelles, ça a créé en moi une certaine confusion, je pense, face aux énormes écarts entre les codes culturels, les situations socio-économiques, les dynamiques collectives. Et au final, ça m'a amené à beaucoup me questionner sur mon identité et surtout à devenir très consciente de l'image que je renvoyais aux gens. Je vois. Et tu as ensuite étudié dans un internat au Kenya. Donc, tu as quitté l'Ouganda. Tu es allé dans un établissement scolaire pour des enfants de missionnaires en Afrique. Mhm. Tu peux nous dire comment tu as vécu cette expérience? Quels en sont tes souvenirs? Bah, pour moi, c'était une expérience très très riche. J'ai adoré. Et à la limite, du coup, mon internat s'appelait Rift Valley Academy et il avait vraiment une culture à part entière. C'est un internat, oui, mais pas que. Là, on a vécu toute une vie là-bas et là, on a tous l'impression d'avoir laissé une partie de nous qu'on est parti. Personnellement, c'était très dur de partir. Je me dis que ça devait être un peu comme sortir du Poudlard. Mais voilà, c'est pas rien de grandir et traverser l'adolescence ensemble comme ça. Ça nous a forcément fortement liés. Et pas seulement entre camarades de classe, mais aussi en tant que communauté. Là, tout le monde était impliqué dans la vie de l'école, les enseignants aussi. On avait nos traditions, nos événements et tout. Mais j'ai fait un petit disclaimer par contre, c'était pas tout rose. Bien évidemment, on était des ados. Du coup, on faisait notre crise, on se posait des questions. C'est normal. Il y a plein d'histoires, mais on n'a pas le temps, de tout raconter. Ah oui, là, sinon, on en aurait pour un moment. Mais merci de nous donner un peu une petite fenêtre dans cette période de ta vie. Alors, tu es né au sein d'une famille chrétienne, Soyon. Mhm. Alors, une famille de missionnaires, tu as étudié dans un établissement chrétien. Mais à quel moment est-ce que toi, à titre personnel, tu as fait le choix de suivre Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Et qu'est-ce que ce choix change dans ta vie dès ce moment-là? Bah, pour moi, la présence de Jésus dans ma vie était toujours une réalité incontestable. Mais bien que je reconnaisse Jésus comme mon sauveur et Seigneur, c'est encore autre chose de savoir comment vivre cette réalité dans toutes les sphères de ma vie. Du coup, là, j'ai eu des moments où Jésus, il m'a amené à prendre du recul, à remettre en question ce qui était réellement au centre de ma vie, ce qui occupait la première place et tout. En gros, du coup, non, j'ai pas eu un moment de bascule où j'ai fait le choix de suivre Jésus. Mm. C'est, je dirais, plutôt un choix qui s'étire sur toute la vie, toute ma vie, qui se fait petit à petit. Voilà, mon cheminement avec lui, c'est peut-être plus subtil, mais en tout cas, il est constant. Mm. Merci à Young. Alors plus tard, au moment de t'engager dans des études supérieures, tu as d'abord choisi de partir pour les États-Unis. Mhm. À quel endroit exactement tu es allé étudier là-bas et qu'est-ce qui t'a poussé vers ce choix? Alors, j'ai passé mes 4 années supérieures à Houghton College. C'est dans l'État de New York. Et je précise que je ne parle pas de New York City, parce que Houghton City, c'est paumé, mais paumé. Il y a rien là, il n'y a que la fac dans les parages. Moi, j'ai réussi à dénicher cette faculté par le bouche à oreille.
Et moi, j'ai candidaté parce que c'était un liberal arts college qui proposait une formation assez large, pluridisciplinaire en termes de matière. Après, c'est aussi un établissement chrétien qui cherche pas à cloisonner la foi du reste de notre vie. C'est plutôt au contraire, elle cherche à intégrer la foi à nos aspirations et nos rêves. Et puis, je m'intéressais à Houghton College pour la spécialisation en art plastique qui est proposée. Dernièrement, j'avoue, il y avait aussi cette possibilité d'intégrer l'équipe de hockey sur gazon, qui a quand même pas mal joué. Super, donc art plastique, sport. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette période aux États-Unis, de ton arrivée dans le pays, de tes interactions avec les autres étudiants, du Mm. choc culturel peut-être, des joies, des défis de cette époque? Mhm. Oui, c'était dur au début. La première année m'a paru durer 10 fois plus longtemps qu'elle aurait dû. Et pour donner un peu de contexte de Hoenn, une grande partie de l'année scolaire se passe en hiver. Du coup, là, on parle des mois où on finit par oublier ce que c'est de voir le soleil. Et on a tous la dépression saisonnière. C'est pas ouf pour le moral. Et en parallèle, moi, je faisais partie de l'équipe de hockey sur gazon. Du coup, ce qui occupait presque tous mes après-midi et mes week-ends. Et sans rentrer dans les détails, je dis qu'on peut vite se sentir seul et mis à l'écart quand on ne correspond pas forcément à certains critères dans l'équipe. Voilà, du coup, ça en est devenu trop, trop, trop. Du coup, j'ai arrêté le hockey. Et là, j'ai eu beaucoup de temps à passer dans mon atelier. Mon atelier est devenu vraiment un véritable refuge, un endroit où je me sentais moi-même, où moi, je pouvais m'éclipser, explorer des idées, des techniques, hein, jusqu'à tard la nuit. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que ça valait la peine de poursuivre cette direction. Sinon, à Houghton College, j'ai aussi eu l'occasion de partir à Orvieto, en Italie, avec Wheaton College. C'est une autre faculté. Pour un semestre d'art et cette expérience m'a fait énormément de bien, émotionnellement et aussi spirituellement. Et puis voilà, je me suis fait pas mal d'amis internationaux avec qui je me sentais vraiment bien. Et finalement, pour le grand défi, je crois que pour cette période, c'était d'apprendre à persévérer, prendre un jour à la fois. Hmm. Mm. Et après ce temps aux États-Unis, tu es retourné dans ton pays natal, la Corée du Sud. Mhm. Est-ce que tu as expérimenté le choc culturel à l'envers? Et puis, comment ça s'est manifesté dans ton cas? Oui, du coup, quand je suis retournée en Corée, c'était plutôt le choc de la vie adulte pour moi. Ça m'a tellement tabassée que... Alors, je ne l'ai pas vraiment ressenti comme un choc culturel, alors qu'il en faisait clairement partie. Mais voilà, j'ai dû apprendre tout un système de A à Z. Et franchement, j'étais démunie. J'appelais souvent mes parents pour leur demander des trucs tout bêtes, mais aussi pour avoir un peu de soutien moral. Et moi, je me dis aujourd'hui que ça aurait été peut-être moins compliqué si je ne traînais pas un certain complexe par rapport à mes origines. Parce que là, je portais sur elle un regard très occidentalisé. Et moi, je préférais mettre de cette partie de moi de côté. C'est pour ça, ça a été vraiment une grâce de Dieu de me faire retourner en Corée, même si c'était un peu à contre-cœur, de, de me faire réaliser qu'il manquait enfin, tout un univers qui m'avait précédé. Parce qu'en Corée, les histoires de mes parents, enfin, toutes les histoires qu'ils me racontaient prenaient vie devant moi. Il y avait des choses que j'avais longtemps considérées pas très importantes, euh, qui étaient en fait juste des versions dénaturées, ce qu'elle était à l'origine. Et du coup, je n'avais pas reconnu la valeur. Et en gros, c'était une période de feu où mes préjugés ont été brutalement déconstruits pour laisser place à une nouvelle compréhension de pas seulement moi-même, mais
de mes origines et aussi de la Corée. Super, merci. Alors, par la suite, tu as pris la décision de poursuivre un master à l'École des Beaux-Arts de Nantes en France. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit à choisir la France? Est-ce que tu parlais le français avant de venir? Oui, du coup, j'avais la notion de français avant de venir, parce que là, j'avais pris des cours de français au lycée. Comme j'ai toujours aimé cette langue, je trouvais des moyens de m'y exposer régulièrement. Mais qu'est-ce qui m'a conduit à choisir la France? Je crois que ça remonte un peu dans mon enfance, parce que depuis petite, je rêvais d'aller en France. C'était un rêve de gamin, fondé sur pas de grand-chose, mais quand je réfléchissais à faire un master à l'étranger, c'est quand la France me paraissait de plus en plus concrète. Et c'est vrai que Dieu utilise aussi nos rêves de gamin et Dieu utilise aussi ces Ouais. choses pour nous amener là où il veut nous emmener. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus surprise en arrivant en France? Est-ce qu'il y a une habitude française que tu apprécies particulièrement aujourd'hui? Alors, ce qui m'a le plus surprise en arrivant en France, c'est pas une très bonne surprise, parce que là, je venais de Corée du Sud, où tu peux faire une demande de passeport et le recevoir dans la même semaine. Donc, le temps que ça prend pour faire quoi que ce soit d'administratif en France, franchement, ça m'a bluffé. Du coup, pas une très bonne surprise. Mais du côté positif, une habitude répandue en France que j'apprécie aujourd'hui, bah, je dirais que c'est le vibe du dimanche. Je sais que c'est pas une habitude au sens strict, mais j'aime trop le fait qu'on puisse passer des heures à table, puis sortir, se balader en famille avec le chien et tout. Tous les magasins sont fermés. C'est une journée, enfin, entièrement consacrée à la détente et j'adore ça. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ton intégration en France? Mm. Bah, les gens tout court. Déjà, ça remonte bien avant mon arrivée en France. Du coup, les gens comme mes parents qui ont cru en moi et mon projet de poursuivre mes études et aussi ma carrière artistique en France. Il y avait aussi mes camarades de programme d'équivalence internationale de mon première année en France. Il y a vraiment rien qui ressemble à une solidarité qui se construit comme ça au fil d'une année très, très intense, vécu côte à côte en mode We will survive. Mais sinon, en dehors de Beaux-Arts, il y avait ma communauté à l'église de Nantes-Nord, notamment Andrew et Heather, qui m'ont accueilli à bras ouverts dès mon premier dimanche. Et puis, voilà, tous les amis que je me suis fait de là-bas. Après, il y a aussi ma communauté chrétienne, coréenne à Nantes. Bref, il y a eu tellement de gens étonnants et précieux. Et je suis tellement reconnaissante pour eux, pour leur présence, leur amitié, tout ce qu'on a pu partager et tout. Waouh, super. Alors, avec tout ce que tu as vécu, comment est-ce que tu définirais aujourd'hui le mot chez soi? Mm. Chez soi. Bah, pour moi, chez soi, c'est là où on est. C'est aussi quelque chose qu'on crée ensemble. C'est comment on s'approprie un espace, des habitudes qu'on y construit, des souvenirs qu'on crée. Donc, il y a quelque chose de très personnel là-dedans, mais en même temps, je pense que créer un chez-soi, c'est aussi un effort collectif. Du coup, les gens qu'on rencontre et les relations qu'on construit ça donne du sens à cet espace. Et effectivement, on y s'attache encore plus. Donc, bah pour moi, chez soi, c'est pas forcément un lieu physique. C'est quelque chose qui prend forme à travers ce qu'on y fait, soit individuellement, soit avec les autres. Hmm. Et en regardant le fil de toute ton histoire, de la Corée à la France, en passant par l'Afrique et les États-Unis, où tu vois aujourd'hui la fidélité de Dieu dans ton parcours? Ah oui, partout. Tout au long de mon parcours, c'est sûr. Là, mais je trouve ça particulièrement parlant dans mon parcours artistique maintenant. Je suis diplômée depuis un an et être une artiste émergente, bah, c'est en grande partie apprendre à développer une certaine tolérance à l'incertitude. Et ben, pendant cette période, je peux te dire que Dieu, il m'a accompagnée, m'a écoutée, il a pourvu à mes besoins, il m'a guidée. Et malgré
tout ce qui peut m'arriver ou pas. Je me sens pas tétanisée par l'incertitude. Enfin, son emprise est moins forte qu'avant, je dirais. Et quand je lui fais confiance, ça me donne du courage, mais aussi une grande liberté de vivre ma vie, me lancer à fond dans mes projets, parce que je sais que quoi qu'il arrive, il sera toujours là pour me ramasser la petite cuillère quand je me plante. Du coup, voilà, sans aucun doute, il serait là pour moi. Merci beaucoup. C'est beau en tout cas d'avoir entendu parler de ton parcours. Merci pour ce partage d'expérience, pour ta franchise aussi. C'est toujours une inspiration d'entendre ces témoignages et ce que Dieu aussi fait spécifiquement dans ta vie au travers de toutes tes migrations. Alors merci beaucoup So-Young. Un grand merci à toi, Hamza. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, partagez-le autour de vous. Une histoire peut toujours résonner chez quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner. Un nouvel épisode sort chaque lundi en anglais, français, espagnol et même portugais, selon la semaine. Merci pour votre écoute et à très vite pour une nouvelle histoire.